Bonjour, je m'appelle Guillaume Côté du Moulin, je suis musicien à l'Orchestre de Paris et mon instrument c'est le trombone. Le trombone, comment ça marche? Eh bien, le trombone est composé de 3 parties. Une première partie, la plus petite, c'est évidemment l'embouchure, qui est commune à tous les instruments de cuivre. Elle est insérée dans une autre partie du trombone, car le trombone peut se démonter en 2 autres parties. Cette partie qui s'appelle la coulisse, qui, comme son nom l'indique, coulisse, elle glisse comme ça, et on peut même le démonter, vous voyez. Donc la coulisse me sert en partie à choisir les notes, parce qu'il y a un autre mode de jeu qui permet, enfin l'embouchure permet aussi de choisir les notes. Et la troisième partie, le pavillon, donc qui vient s'emboîter ici sur la coulisse. Voilà, donc une petite vis de serrage. Alors, le trombone, comment ça marche? Eh bien le trombone en fait c'est uniquement un amplificateur, et c'est l'amplificateur de la vibration des lèvres dans l'embouchure. Ensuite, le souffle donne naissance à une vibration des lèvres dans l'embouchure, et cette vibration est amplifiée par l'instrument. Donc on pourrait parler de parcours de l'air, mais je pense qu'on parle plus du parcours de la vibration de l'air à l'intérieur du tube. Donc l'air et sa modulation, en fait sa vibration, traverse la coulisse, remonte ici et sortent par le pavillon. Et donc c'est la matière, en fait, c'est donc le cuivre, enfin on dit cuivre, c'est du laiton en fait, hein, la matière qui constitue le trombone, rentre en résonance à partir de la vibration de l'air qui est provoquée en fait par le souffle et la vibration des lèvres au départ dans l'embouchure. J'ai omis de parler de cette sourdine qui est une sourdine très courante dans la période romantique, c'est la sourdine sèche. Alors on dit sourdine, mais ça assourdit pas forcément, on l'utilise pour transformer le son. Ça donne beaucoup d'harmoniques aiguës dans le son, ça donne beaucoup de brillance, il y a un côté un peu nasillard, et c'est voilà, c'est très souvent utilisé. Alors soit pour donner un son nasillard, ou alors une couleur plus douce. Ce tube a donc des résonances propres, qu'on va appeler des harmoniques. Et les harmoniques, en fait, on les choisit avec la vitesse de l'air et par incidence la tension des lèvres qui résonnent un petit peu comme des cordes peut-être de guitare, on pourrait dire. Mais, donc elles ont des espèces de longueurs d'onde qui vont se mettre après en résonance avec le tube. Donc avec ce mode de jeu, on peut choisir un certain nombre de notes qui sont les harmoniques naturelles de ce tube basique. Et donc ce tube, je vais pouvoir varier sa longueur grâce à ma coulisse. Et donc à partir de cette première position, je ne sais pas si on voit si je montre, comme ça on va dire, j'ai la possibilité d'avoir 7 autres positions qui n'ont pas forcément de repères, si ce n'est des repères d'apprentissage, à force on sait où elles se trouvent. Donc première position, deuxième position, troisième position, quatrième position, cinquième position, sixième position et septième position. Donc avec mon souffle et avec mes lèvres, je vais pouvoir sélectionner des harmoniques, et avec ma coulisse, je vais choisir la série d'harmoniques dans laquelle je vais venir piocher la note qui m'intéresse. À partir de là, donc on a une matière sonore, on a toute une série de notes qu'on peut choisir, et donc tout ça, il va falloir le moduler, il va falloir l'articuler. C'est là qu'interviennent donc les différents modes interviennent les différents modes de jeu. Modes de jeu qui sont
relativement commun à pas mal d'instruments. Donc c'est le mode de jeu staccato, le mode de jeu legato, et puis une petite spécificité pour le trombone qui est commune aux instruments à cordes, c'est le glissando. Mais pour le trombone, si je n'articule pas avec ma langue, voilà ce qui arrive. Le trombone à coulisses, c'est un instrument qui est très ancien. Il existe depuis la Renaissance, enfin depuis la fin du Moyen-Âge. À l'époque, il s'appelait en France la sac-boute. On suppose de deux verbes français qu'on a réunis, saquer et bouter, tirer et pousser. Le trombone a été beaucoup employé à partir de la période classique pour doubler les voix et doubler les chœurs. Pas uniquement à partir de la période classique, parce que Bach aussi l'a utilisé dans ses cantates, ses oratorios. Donc il y avait à l'époque un trombone soprano, un trombone alto, un trombone ténor et un trombone basse. À partir de la période classique, on garde le trombone alto que j'ai apporté. Voici, qui est un petit peu plus petit, et c'est un instrument, donc il est plus petit surtout en longueur de tube, son tube est beaucoup plus court, et c'est un instrument qui est construit sur un tube de base qui donne un son de mi bémol, et le trombone ténor est construit sur un tube basique qui donne un son de si bémol. Voilà, c'est complètement différent, donc ça donne un timbre complètement différent aussi. Et donc, à partir de, par exemple, le Requiem de Mozart, on a eu le trombone ténor, le trombone alto et le trombone basse. Bon, je n'ai malheureusement pas de trombone basse avec moi, mais c'est un trombone comme un trombone ténor avec encore une valve en plus. Et il a une taille encore un petit peu plus évasée au niveau du pavillon, et au niveau de l'embouchure, et au niveau de la section du tube. Mozart a écrit, par exemple, ce solo qui est joué, on peut dire, au second trombone, mais c'est un solo de trombone ténor dans le tuba mirum. Je vais vous jouer maintenant un extrait, toujours dans le Requiem de Mozart, pour illustrer le fait que le trombone double en permanence dans ses œuvres vocales, les parties de chacune des voix qui chantent. Donc ici, le trombone alto double la voix d'alto dans la fugue du Kyrie. À l'époque romantique, il est davantage utilisé de manière symphonique dans les œuvres de Beethoven, de Brahms, de Schumann, de Schubert. Donc c'est une des périodes les plus utilisées en musique symphonique. Par exemple dans la grande de Schubert. À la période suivante, qui est la période du début du XXe siècle, des impressionnistes, et donc Ravel a utilisé le trombone, et plus spécialement pour son boléro. Mais à l'époque, ce n'était pas un trombone de cette taille-là, c'était un trombone beaucoup plus petit, qui apportait plus de clarté. J'ai commencé par un instrument qui est assez proche, qui est un cuivre qui s'appelle l'euphonium. C'est le tuba ténor, c'est un petit tuba, qui est notamment utilisé dans le bidlo des tableaux d'une exposition, par exemple. Donc j'ai fait une grande part de mon cursus avec cet instrument. Je suis arrivé à Paris au conservatoire avec l'euphonium. J'ai un prix d'euphonium d'ailleurs. Et un petit peu par hasard et par curiosité, j'ai commencé le trombone un petit peu en parallèle à cette époque-là. Et puis, voyant les possibilités qu'il pouvait m'offrir, et aussi voyant que je pouvais arriver à faire quelque chose de correct, je me suis dit, mais pourquoi pas le trombone, parce que ça me permettrait justement d'aborder le répertoire symphonique, de jouer dans l'orchestre symphonique. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que le répertoire est formidable, et parce qu'on fait de la musique avec tous les instruments, et qu'on
en permanence, on essaie de s'exprimer en essayant de marier le son de son instrument avec tantôt les bois, tantôt les cordes, et puis on peut jouer tous les grands compositeurs. Et donc à partir de là, j'ai beaucoup axé mes efforts sur le trombone, et bien me voici à l'Orchestre de Paris. Je peux pas dire que j'ai un solo d'orchestre préféré, mais c'est vrai que récemment, on a joué une messe de Mozart qui s'appelle la messe de l'orphelinat. Et tout à la fin de cette messe, il y a un solo de trombone alto que je trouve très beau et que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Les enfants me posent la question souvent, mais comment tu fais pour te repérer sur ta coulisse? Ce qui est facile, c'est la première position. Après, j'ai aussi un point de repère qui est le pavillon qui me permet de savoir à peu près où se trouve la troisième position. Entre les deux, je sais que je vais avoir à peu près ici la deuxième, mais ça c'est avec l'habitude, à force de travail, à force de savoir faire sonner mon instrument et à force d'exercer mon bras et mon oreille, parce qu'il faut savoir exactement, avant de produire le son, à quelle hauteur on veut le produire. Et bien, à force d'habitude, mon bras arrive à s'ajuster suffisamment pour tomber sans quasiment regarder au bon endroit pour faire la note.